D'accord? Alors aujourd'hui, vous avez commencé à boire, non? Oui, ça va? C'est bien. Pardon. C'est frais, comme on dit dans le jargon, c'est vif, c'est un peu tendu. C'est très pomme verte. Pourquoi? Parce que le Mauzac a toujours donné ces notes comme ça de fruits blancs. C'est bien fait, c'est une seconde fermentation en bouteille. Mais à Limoux, on fait aussi ce qu'on appelle la méthode ancestrale. Pourquoi ancestrale? Parce que justement, ça a été la première. On appelle ça rurale ou ancestrale. C'est quoi la méthode ancestrale? C'est tout simplement les bulles qui se développent, mais sans seconde fermentation en bouteille, en une seule fermentation. Et en fait, à l'époque, c'est comme ça que le vin se développait, que les bulles se faisaient. Pourquoi? Je fais un vin. C'est le seul point technique de la soirée. Après, je ne vous embêterai plus avec cette notion-là, mais si vous avez bien compris cette notion-là, vous allez tout comprendre la suite, même pour le Porto. Quand on met un vin dans un énorme contenant, que ce soit un fût ou alors une bouteille, et qu'on ferme, il n'y a plus d'échange, comme on dit, d'échange anaérobique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de levure qui peut pénétrer, les levures, il y en a ici, qui peut pénétrer la bouteille. Une levure, c'est quoi? C'est un organisme vivant, c'est un champignon qui vit en se nourrissant de sucre, mais qui meurt. Plus il se nourrit, plus il meurt, et plus il va dégager du gaz carbonique. Ça, on le sait depuis Louis Pasteur, donc depuis 1865. À l'époque, on ne le sait pas, hein. C'est le Moyen-Âge. La population lit à 15%, donc c'est plutôt des ignares. Et il n'y a que les moines qui savent ça. Alors les moines, ce qu'ils font, c'est qu'ils notent tout ça. Ils notent ce qui se passe, évidemment. Et ils notent d'ailleurs les périodes, les températures, voilà. Mais ils ne pourront jamais l'expliquer. On va pouvoir l'expliquer seulement à partir du XVIIIe siècle. On va voir pourquoi, grâce aux Anglais. C'est pour ça que ça contrarie beaucoup les Français en ce moment. Et donc là, on est à Limoux. Les vins sont de temps en temps mis en bouteille. Elles étaient mises en bouteille seulement pour le service, pas du tout pour le transport comme aujourd'hui. C'était simplement quand on voulait déposer une bouteille à table, parce que c'était plus pratique. Mais les bouteilles qui malheureusement étaient déjà fermées avec ce qu'on appelle un broquelet de bois, ce n'était pas avec du liège, pas encore à l'époque, il y avait une pression qui s'exerçait et les bouteilles pouvaient éclater. Les bouteilles qui éclatent, ça va se passer pendant pratiquement 150 ans en Champagne. Pourquoi elles ont éclaté? Aujourd'hui, on le sait, c'est parce que les levures qui sont contenues à l'intérieur mangent du sucre, provoquent du gaz carbonique, exercent une pression sur la bouteille et la bouteille éclate. Oui, mais vous allez me dire, mais je ne comprends pas, si les levures sont à l'intérieur, elles ont été emprisonnées, comment ça se fait qu'elles continuent de vivre? Et ça, aujourd'hui, on le sait. Pourquoi? Parce qu'une levure, on s'est aperçu qu'elle vit, mais comme un être vivant, elle dort aussi. Et une levure, en fait, elle peut s'endormir en dessous de 15 degrés de température. Et on s'est aperçu que dans les écrits des moines, c'est toutes les régions où il y avait une amplitude thermique assez forte, alors en l'occurrence tous les paysages de montagne, les Pyrénées, les Alpes, le Trentin, donc pratiquement jusqu'aux Dolomites, on s'est aperçu que les vins qui étaient mis en bouteille ou même dans les fûts, on est en septembre, la vendange se fait, on buvait très tôt le vin. Le vin était bu pratiquement dans les 3 mois qui suivaient la vendange, pas comme aujourd'hui, 1 an ou 2 ans après. Et on les laissait dans les fûts, on allait se servir. Et les vins étaient corrigés avec du sucre, des épices, les vins étaient moins fins qu'aujourd'hui. Et on s'est aperçu que dans ces régions-là, comme à Limoux, et plus tard en Champagne, les levures, qu'est-ce qu'elles font? Comme elles vivent grâce à la chaleur, à partir du mois de décembre, janvier, février, c'est l'arrivée de l'hiver, c'est le froid, donc les levures, elles s'endormaient. Moins de chaleur, elles s'endorment, mais elles restaient en suspension dans le vin. Elles n'étaient pas mortes. Toutes les levures n'avaient pas eu le temps de gruger le sucre du raisin, et elles s'endormaient. Et qu'est-ce qui se passait? Elles se réveillaient au printemps, quand le soleil revenait, quand les chaleurs revenaient, donc à partir de mars-avril. Et ça, par contre, on le sait parce que tous les fûts et les bouteilles éclataient tout le temps à la même période, plutôt au printemps. Ça, on l'a su grâce à plusieurs scientifiques, et notamment Pasteur. Et ça va être le point commun entre les différentes zones où on va décider de garder l'effervescence. Voilà pour Limoux. Est-ce que vous avez des questions? Non? Buvez un peu, ça va vous faire parler. Ça va m'aider, mais posez des questions si ce n'est pas très très clair. Le Mauzac, c'est le seul cépage qu'il y a là-dedans? Le Mauzac, c'est le seul cépage là-dedans? Non, le Mauzac, c'est le grand cépage de Limoux. Mais à Limoux, on fait aussi donc, la méthode ancestrale seulement à 5%. La méthode ancestrale, comme autrefois, mais on le fait avec beaucoup de sucre, parce que c'est également le sucre qui est un garant d'effervescence. Et vous allez comprendre pourquoi les Anglais se sont trompés quand même.
dans leur recherche de l'effervescence. Donc on a blanquette de Limoux, méthode traditionnelle, blanquette de Limoux, méthode ancestrale, et vous avez aussi le crément. Le crément, par contre, lui, c'est avec du chardonnay, à au moins 50%. Ici, c'est du Mauzac, et on peut y mettre du chenin blanc. Voilà. Alors vous avez le Mauzac, le chenin blanc, le chardonnay, le pinot noir, qui est autorisé sur l'appellation Limoux. Ça va ? À la SAQ au Québec, à part si vous achetez du Gaillac blanc, c'est le seul vin élaboré avec du Mauzac. Voilà. C'est un excellent cépage, toujours très très vif, qui fait des grands vins de garde. On ne le sait pas, mais ça fait d'excellents vins de garde. Alors vous allez me dire, non, ça c'est encore du Limoux. On va commencer à servir le champagne. Dans l'histoire, je vous ai dit, c'est à cause des Anglais grâce aux Français. Pourquoi ? Limoux, c'était fin XVIe siècle, d'accord ? 1580. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a donné la paternité des bulles en bouteille à Limoux, mais il faut savoir que pendant pratiquement 200 ans, Limoux ne va plus faire de bulles du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas véhiculer cette erreur. Pour eux, c'était une erreur d'élaboration, c'était une imperfection. Et les moines en Champagne vont considérer également que c'est une imperfection au cours du XVIIe siècle, mais surtout à la fin du XVIIe siècle. Et c'est là que j'en viens à mes fameux Anglais. Alors pourquoi j'ai dit à cause ? Pourquoi j'ai noté ça dans mon livre ? À cause des Français, grâce aux Anglais, parce que vous le savez, la perfide Albion, elle a toujours été en guerre contre les Français. Ce n'est pas aux Québécois que je vais révéler ça. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les Allemands les ennemis des Français, c'est toujours été les Anglais. Et au XVIIe siècle, l'Angleterre est effectivement en guerre, en gros contre le continent européen, contre les Français. Et Colbert, qui est le ministre de Louis XIV, on est dans les années 1660, en 1667, il décide d'un arrêté, un embargo, il va surtaxer tous les produits français, parce que le commerce continue, il y avait la guerre, mais on continue de faire du commerce, c'est comme aujourd'hui finalement, il n'y a rien qui change. La guerre sert seulement les intérêts de quelques entreprises. Et donc les Anglais se voient les produits français surtaxés, et le monarque anglais décide dans ce cas-là, lui on est en 1668, de ne plus acheter de vin français, très bien, ils achetaient surtout des vins de Paris, parce que c'est à Paris qu'on faisait du vin énormément, dans la Loire également, et en Champagne. Ce n'était pas encore les grands vins de Bordeaux. Bordeaux fait un peu de vin du côté de la rive droite, mais pas encore dans le Médoc. Le Médoc, c'est un grand marécage à ce moment-là. Et les vins, ils sont surtout bourguignons, parisiens, de Moselle et de Champagne. Et ils partent en Angleterre, les Anglais adoraient ça. Là, les Anglais vont faire contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit, et le monarque leur demande d'aller puiser du vin. Plus du tout en France, ça coûte trop cher. Ils vont dire, on va aller puiser ça ou ça, non pas dans nos colonies, elles sont déjà un peu trop éloignées, leurs colonies, mais dans les comptoirs commerciaux et des pays avec qui ils fricotent déjà. Et l'un de ces pays-là, c'est le Portugal, avec une ville qui est Porto, aujourd'hui on la connaît bien, Porto, et Villanova de Gaia. Et donc, on envoie l'amirauté là-bas pour chercher du vin. À l'époque, le Portugal fait du vin, mais c'est un vin rouge, assez tannique, massif. On sait qu'il n'était pas bon, il était moins fin que les fameux claret, comme disaient les Anglais, les vins rouges, mais on leur demande de boire ça. Ça, c'est que c'est la guerre. Vous voyez l'Europe, vous voyez où situé le Portugal. Il faut faire remonter les fûts jusqu'à l'Angleterre. Entre les navires français, espagnols qui font la guerre, c'est pas comme aujourd'hui. Le vin, il ne remonte pas en une semaine, ça mettait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et les vins, ils ne tiennent pas le coup. Et quand ils arrivent sur les tables de Londres, c'est pas un vin, c'est un vin forcément qui est oxydé, qui n'est pas très bon, qui est moins fin. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était les capitaines de vaisseaux qui étaient des marchands. Et si la marchandise qu'ils acheminaient n'était pas bonne, ils n'étaient pas payés. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces capitaines de vaisseaux ? Ils vont demander... ils vont s'apercevoir que lorsqu'ils sont au Portugal, et notamment dans le Douro, là où les moines, il y avait énormément d'abbayes, là encore dans le Douro, ils s'aperçoivent que les vins qu'ils boivent sur place, eux, ils les trouvent très très bons, très sucrés. Et ils demandent aux moines, qu'est-ce que vous faites ? Comment ça se fait que vos vins sont bons ? On les achète, mais quand ils arrivent chez nous, ils sont plus bons. Et les moines leur disent, nous, c'est parce qu'on rajoute de l'alcool dans le vin, de l'eau de vie. L'eau de vie dont le secret avait été donné par les morts, c'est-à-dire les Arabes, qui étaient restés dans cette partie-là du monde pendant 8 siècles. Alors les Anglais vont dire,
On va en faire la même chose, mais ils vont faire ça un peu n'importe comment. Ils vont d'abord acheter des fûts de chêne de vin donc tranquille et à l'état brut, non muté. Et puis, comme ils voyagent, ils se disent, on va rajouter de l'eau de vie, mais ils rajoutent ça de façon, n'importe comment. Le but, c'est de garantir que le vin est bon. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en mettre bien plus de l'alcool qu'il ne faut. Aujourd'hui, en gros, vous considérez qu'un Porto, c'est 20% d'alcool pour 80% de vin. Hein, d'accord, le ratio. À l'époque, on pense, selon les écrits qu'on a retrouvés et en portugais et en anglais, par rapport aux effets du vin et à ce qu'on en dit, qu'on pouvait pratiquement retrouver de l'eau de vie dans une bouteille à la place vraiment de vin rouge. Parce que leur but, c'est que le vin tienne. Et ils savent que l'alcool, en gros, garde le vin. On sait très bien que l'alcool, c'est un peu comme... les Arabes s'en servaient pour cautériser une plaie. Eux, c'était médical. Les Européens veulent commencer à s'en servir tout simplement pour garder le vin. Et les vins sont acheminés comme ça en Angleterre. Ça a un succès... Aujourd'hui, on le sait, phénoménal. On n'appelle pas ça encore du Porto. On ne sait pas comment l'appeler. Pourquoi ça va s'appeler Porto? Tout simplement parce que les fûts qui vont être acheminés à la cour d'Angleterre, on va marquer sur les fûts Port Wine, P-O-R-T, Wine, parce que ça vient d'un petit port qui s'appelle Porto. Voilà, et c'est comme ça, on va réclamer progressivement du Porto. Et à l'époque, on mélangeait vin blanc et vin rouge. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est bien différent. Mais pratiquement jusque les années 1960, on avait le droit de mélanger du rouge et du blanc pour faire du Porto. Donc voilà pour les Anglais. Donc là, vous voyez, c'est vraiment comme on dit, le Porto, c'est quoi? C'est une création anglaise élaborée au Portugal à cause des Français. Parce qu'il faut bien que les Français se réapproprient quelque chose. Ça va, vous avez des questions? Parce que là, normalement, on vous a servi le deuxième verre. Et ça va être plutôt la... Ah, on peut déjà boire, hein, ça va... Vous allez voir la grande différence. Moi, j'ai un tout petit peu de bouchon sur mon verre, mais c'est pas grave. C'est parce que je suis... Mais je pense que vous n'avez pas pris le bon verre, c'est pour ça. Non, c'est parce que j'ai deux verres, moi. J'ai deux tables, deux verres, donc j'ai double ration. C'est parce que je parle. Alors, on est sur Louis Roederer. Je vais vous présenter cette maison un peu plus tard tout à l'heure, parce qu'elle est également en lien avec l'un des chapitres dans le livre. Mais je reviens à mes Anglais, quand même. Vous avez compris, Colbert, c'est 1668, donc c'est Louis XIV, et c'est vraiment c'est une période névralgique, on va dire de 1660, 1762 à 1730. Pourquoi? En Angleterre, l'Angleterre vit ce qu'on appelle une période, on va appeler ça la Restauration. On est juste après ce qu'on a appelé la dictature de Cromwell. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais en gros, l'Angleterre avait vécu une grande période d'austérité, une grande période de puritanisme. En gros, les gens ne se mariaient pas beaucoup. Et puis arrive Charles II, un monarque, Stuart, et pendant cette période-là, ça va durer une quarantaine d'années, j'ai envie de dire c'est une sorte de renaissance, de restauration. Et cette restauration-là, sans jeu de mots, elle va se faire également à table, et notamment dans les vins. Le Porto, tel qu'on le connaît aujourd'hui, naît à cette époque-là, le Xérès, le Malaga et le Champagne. D'accord ?